Je n'ai jamais entendu mes parents me dire « je t'aime », mais ils me le montraient de bien d'autres façons. Mon père m'a appris à poser les pièges et à chasser dans la nature. Ma mère m'a montré comment coudre. C'est la tradition. Le lendemain matin, à l'aérodrome de Tuck. L'appareil est complet, car les vols précédents ont été annulés à cause du mauvais temps. Les bagages sont déchargés sur le parking de l'aérodrome. C'est pratique et ça fait gagner du temps. Il n'y a pas le moindre contrôle de sécurité. Bob Steffier se trouve parmi les passagers. Mervyn l'a cherché des semaines durant à travers tout le Canada pour le faire venir à Tuck. Bob Steffier est considéré comme un des meilleurs bâtisseurs de routes du Grand Nord. Après quelques jours de vacances, il entame la construction de la route de glace. Bob Steffier prend aussitôt la direction des opérations. 1 heure après son arrivée, l'activité bat son plein sur le bras de mer gelé. La couche de glace est désormais suffisamment épaisse, même au large. Les hommes s'orientent d'après les rochers sur la rive. La voie est dégagée par un camion équipé d'un chasse-neige en V. Après avoir tracé cette allée centrale, il dégage 5 voies de chaque côté de cette allée. Dès qu'il a fini, nous intervenons pour préparer le chemin pendant que le chasse-neige recommence plus loin. La route doit faire 30 mètres de largeur. Selon Bob Steffier, si la route est construite aussi tardivement cette année, ce n'est pas seulement à cause de la météo. Il n'y avait aucune pression. En l'absence des sociétés pétrolières, il n'y a aucune pression pour commencer rapidement. De plus, il fait doux et il y a beaucoup de neige, ce qui est inhabituel à Tuck. L'année dernière, une société pétrolière s'est installée ici. Du coup, nous avons débuté en novembre. L'automne et l'hiver avaient été très froids et il y avait peu de neige. Les pétroliers voulaient une route, ce qui a donné du travail à 80 villageois. Les impératifs économiques peuvent donc activer les choses, tant que la sécurité est garantie. Les sociétés pétrolières reviendront peut-être bientôt. C'est ce qu'espère Mervyn. Là-bas. La Russie est quelque part par là. Par là, c'est Inuvik. Par là, l'Alaska. Là, il y a du pétrole et du gaz. Tout comme par là, et par là aussi. Cette région regorge de pétrole et de gaz naturel. Et ici, on doit normalement construire un pipeline, quasiment dans l'arrière-cour. Tuck place tous ses espoirs dans les ressources naturelles. En début d'après-midi, Beaufort Boulevard, la rue principale, est déserte. Le village semble en hibernation. Mervyn n'est pas du tout perturbé par la longue nuit polaire. Il ne fait pas tout le temps sombre, contrairement à ces histoires horribles d'obscurité permanente, 24 heures sur 24, ou de lumière permanente en été. C'est faux. Il ne fait jamais noir. Au plus sombre, il y a de la lumière, comme maintenant. Il ne fait jamais un noir d'encre.
Ceux qui sont en manque de soleil peuvent toujours prendre l'avion pour le sud. Quand les jours rallongent, Tok accueille des touristes. La plupart viennent chasser et pêcher. Actuellement, le Tok Inn, seul hôtel du village, est presque vide. La réception fait également office de kiosque du village. On peut y acheter à toute heure du coca et des chips. L'hôtel sert également de salon pour les propriétaires, une grande famille. Les steaks à la Manhattan cuisent sur la plaque. La cuisine traditionnelle perd chaque jour du terrain. Les menus sont dominés par les plats frits et les pâtisseries. Conséquence, les problèmes de surpoids, de mauvaise dentition et de carences alimentaires. Rares sont les maisons du village où la télévision ne reste pas allumée du matin au soir. Le lendemain matin, à la Mangilaluk School, l'école primaire de Tok. L'école accueille en général 250 enfants. Le lundi, bon nombre restent tout bonnement chez eux. Danielle, la fille de Marvin. La scolarité obligatoire est interprétée de façon très libre par les élèves et leurs parents. Beaucoup d'enfants ne viennent pas le matin. L'après-midi, en revanche, ils sont tous présents, hormis 3 élèves qui ont cours chez eux. La plupart des parents nous préviennent quand leur enfant ne vient pas, auquel cas nous inscrivons excusés dans le registre. Pour ne pas lasser les petits, les cours sont régulièrement interrompus. You guys want a jig? À l'origine, la gigue est une danse irlandaise, mais cela fait bien longtemps que les Inuits l'ont intégrée à leur répertoire. Des pans entiers de leur culture ont déjà disparu, comme leur langue. Depuis l'époque des missionnaires, les Inuits de Tok s'expriment presque exclusivement en anglais. Il nous faudrait plus d'espace de jeu, ainsi qu'une salle d'études pour les plus jeunes, comme une bibliothèque par exemple, ou un lieu où ils pourraient rencontrer ceux de leur âge et ne pas traîner avec les enfants plus âgés. Cela les aiderait beaucoup. L'école s'achève prématurément en début d'après-midi à cause d'une panne d'électricité. Cela arrive fréquemment. Alors que les derniers élèves quittent l'école, la lumière revient subitement, mais la plupart sont déjà rentrés chez eux. L'avenir des enfants de Tok est des plus incertains. Peut-être que le pétrole et le gaz donneront un nouvel élan au village. Autrement, ils risquent de s'enfoncer un peu plus dans l'isolement.
La station radar de l'OTAN a offert des emplois stables plusieurs années durant. Mais depuis 1993, les radars militaires des lignes de défense de l'extrême nord de l'Amérique sont entièrement automatisés. Sans diplôme, les enfants ont peu de chances de trouver un emploi ailleurs. Et la plupart des Inuits ne maîtrisent plus les techniques ancestrales de chasse et de pêche. Beaucoup d'Autochtones noient leur désespoir dans l'alcool. Le village a été déclaré communauté sans alcool. On n'y débite en principe aucune boisson alcoolisée. Pourtant, l'alcoolisme a déjà fait plusieurs victimes. Comme la route de glace n'est pas terminée, les Gruben ont décidé d'aller faire leurs emplettes en avion à Edmonton, à 1000 km d'ici. La construction de la route peut continuer en l'absence du grand patron. J'espère prendre ma retraite dans quelques années. Je pourrais déjà la prendre maintenant, mais je ne veux pas arrêter de travailler. Plus qu'une semaine avant Noël, les bâtisseurs n'ont pu préparer que 40 km. De l'autre côté, à partir d'Inuvik, la progression est encore plus lente. En dépit de toutes les mesures de sécurité, les accidents sont inévitables. J'avais presque fini de déblayer le dernier tronçon quand je suis tombé sur une flaque. Le camion a ralenti, puis il s'est immobilisé avant de s'enfoncer dans la glace. J'ai eu 2 secondes pour sauter du camion. Quand je me suis retourné, il avait disparu sous la glace. Mais il ne renonce pas pour autant à son travail. Si c'est pas moi qui le fais, ce sera un autre. Pour aller plus vite, les camions sont approvisionnés en essence directement sur la glace. Des fissures et des flaques d'eau se forment déjà sur la portion de route terminée. Les bâtisseurs de route connaissent bien ce phénomène. Cela se passe toujours au large. Le plus souvent, l'eau surgit à la surface de la glace les jours de pleine lune. Il y a 3 ou 4 jours, elle n'était pas là. À la pleine lune, la montée des eaux est si forte qu'elle fait bouger la glace. Quand le vent souffle violemment du nord-ouest, l'eau monte davantage et la glace se fissure. Avec un vent d'est, le niveau de la mer baisse aussitôt. Les fissures sont dues au mouvement perpétuel de l'océan. En comparaison, l'eau du fleuve est fainéante. Il ne se passe rien, on se contente de déblayer la neige. Dès que la température chute sous les moins 40 degrés, la glace se fend à cause du froid. À part ça, c'est plutôt ennuyeux. Alors que sur la mer, le travail est excitant tous les jours. Aujourd'hui, Ron Félix ne sculpte pas dans sa tente. Il a décidé de partir à la chasse au gros gibier. Ron est un des rares Inuits qui chassent encore régulièrement le caribou.
pas par plaisir, uniquement pour nourrir sa famille. Pour trouver du gibier, ils se mettent à l'affût très loin. Nous sommes à 50 km à l'est de Tuk. Les caribous sont toujours nombreux par ici, car ils trouvent de quoi se nourrir. Sous la neige, il y a une épaisse couche végétale. Voilà pourquoi les caribous viennent si près de la baie de Liverpool. L'herbe est très goûteuse aussi, elle est couverte de sel marin. Les caribous migrent à cette époque vers l'est. Ils longent paisiblement la baie de Liverpool durant leur migration. Aujourd'hui, Ron abat 3 caribous et les découpe sur place avant que les cornes ne perdent trop de chaleur et ne durcissent. Bessie est venue donner un coup de main pour dépecer les 3 animaux. Il leur faudra 5 heures pour rentrer à la maison. On utilise pratiquement tout dans le caribou. Je préfère les reins, le cœur et le foie. L'estomac, je l'abandonne. Tout le reste, je l'emporte. Même la fine couche de graisse autour de l'estomac. Je découpe tout en petits morceaux que je répartis dans des sacs. À la maison, je possède un congélateur, mais on l'éteint en hiver. Je laisse la viande sur les traîneaux à l'extérieur. Il suffit de bien la couvrir. La viande coûte très cher à Tuk. Et pas seulement la viande. Dans les 2 boutiques de Tuk, les prix sont très élevés. Il faut dire que tout est livré par avion. Les boutiques proposent les mêmes produits qu'à Inuvik. Un paquet de muesli coûte plus de 16 $ canadiens, soit une douzaine d'euros. Les fruits et légumes sont aussi très chers. Un petit sachet de pommes coûte 3 euros. Un kilo de bananes coûte 2,50 € et un pack de 2 litres de lait 4,40 €. Et nous sommes dans le magasin Discount de Tuk. L'autre boutique est encore plus chère. La nuit, sur le bras de mer entre Tuk et Inuvik, les chasse-neige déblaient le plus vite possible. Ils atteignent des vitesses de 70, maximum 80 km/h. Au-delà, ce serait trop dangereux. Les hommes travaillent 24 heures sur 24 par roulement. Les changements d'équipe ont lieu toutes les 12 heures. À quelques jours de Noël, la route de glace vers Inuvik n'est toujours pas terminée. Si elle n'est pas ouverte à temps, les sapins en plastique seront couverts de bons d'achat. Avant de fêter Noël en famille, les villageois festoient ensemble dans la salle des fêtes. Les chants de Noël sont remplacés par des chants et danses inuits. Les danseurs-batteurs de Tuk présentent un spectacle qu'ils préparent depuis des semaines.
Il y a des chansons sur les oiseaux, sur le travail des trappeurs. Il y en a une sur la chasse aux phoques. D'autres sur notre peuple. Ce sont tous de très beaux chants. L'apogée de la soirée, c'est la danse du vieux chasseur, jeu rituel entre l'homme armé et le lagopède des neiges, un oiseau. Les chants sont en Inuvialuktun, la langue ancestrale des Inuits de la région qui n'est plus parlée à Tuk. Plus que 3 jours avant Noël. Durant l'inspection de la route de glace, les responsables des travaux publics doivent se rendre à l'évidence et Gurdev Yagpal annonce ce que personne ne veut entendre. Nous prévoyons l'ouverture officielle de la route pour le week-end du 1er de l'an. Il ne fait pas suffisamment froid, moins 20 degrés. Or, il faut que la température chute à minimum moins 30 pour que les flaques sur la glace gèlent aussi. De plus, il y a pas mal de portions inégales. Or, nous sommes obligés de travailler avec des véhicules légers, car la glace est trop fine. Les travaux ne progressent pas assez vite. Inlassablement, les hommes déblaient la neige. Cet hiver, la route de glace se fait attendre. Elle ne sera praticable que le 8 janvier, soit plus de 2 semaines après Noël. La nouvelle ne réjouit guère les habitants de Tuk. Ils sont furieux. Ça fait très longtemps que la route n'a pas été ouverte pour Noël. Certains habitants parlent de tracer une voie unique pour faire le trajet. Les gens se sont habitués. Cette année, la route ne sera pas ouverte pour Noël. Tuk a perdu sa course contre la glace. Le cigare s'achète à Cuba et se fume entre connaisseurs. Le cérémonial, cette petite frime d'initiés, ne les empêche pas d'être roulés dans la farine et de fumer du toc. Car les faussaires sont partout, et bien plus fins connaisseurs que les connaisseurs eux-mêmes. L'amateur qui tête son Havane avec volupté est à des années-lumière des plantations de Cuba, du séchage de la feuille et de l'art de rouler, le cigare ou le client. Il y a la méthode officielle et la clandestine. Comme tous les produits de grande marque, il attise les convoitises et génère la contrefaçon. Un moyen facile mais risqué de gagner sa vie. Et le touriste n'y voit que du feu, sauf s'il s'initie. À la semaine prochaine dans Géo. Votre ennemi sur Arte. Tout de suite, Musica rend hommage à Yehudi Menuhin et revient sur ses jeunes années.
À 23h25, photographie, architecture, littérature et vidéo, Métropolis fait le tour de l'actualité culturelle. Et à minuit 20, un documentaire retrace l'aventure assez lent de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Arte. Économiser l'énergie, c'est agir pour le climat. You are the one for me, for me. J'ai fait installer un chauffe-eau solaire. 2 mots. Propreté et économie. L'électroménager, ça peut bouffer de l'énergie. Il faut y penser. Avec une voiture plus petite, je pollue moins. J'ai aussi opté pour des lampes basse consommation. Ça aussi, ça m'a permis de faire des grosses économies. Le crédit d'impôt, ça réduit drôlement la facture. Avec le crédit d'impôt 2006, c'est encore plus payant d'agir pour le climat. Faisons vite, ça chauffe! Demain, elles ont été écrites pour le cinéma. Elles ont aussi été écrites pour orchestre. Les musiques d'Ennio Morricone, dirigées par Ennio Morricone. Un grand premier rôle de maestro. Demain, à 19h, sur Arte. Bienvenue dans Musica. Yehudi Menuhin aurait eu 90 ans aujourd'hui. Né à New York, ce musicien juif, très engagé politiquement, a tout au long de sa vie combattu les idées reçues et les injustices. Le film qui suit, ponctué des commentaires de Sir Menuhin, retrace la vie musicale de celui qui fut l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Cette émission vous est présentée en partenariat avec le magazine Le Monde de la musique. Some excellent students before.